Benyamin Netanyahou ne décolère pas après le mandat d'arrêt émis hier par la Cour pénale internationale. Tout comme le chef de la branche armée du Hamas, le Premier ministre israélien est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La décision antisémite du tribunal international de La Haye est un procès Dreyfus moderne qui se terminera de la même manière. Aucune décision anti-israélienne scandaleuse ne nous empêchera et ne m'empêchera de continuer à défendre notre pays. Ce mandat d'arrêt limite ses déplacements à l'étranger, notamment dans les 124 États signataires du statut de Rome à l'origine de l'instance. En théorie, ces États sont tenus de l'arrêter s'il se rend sur leur territoire, mais ni Israël ni son allié américain n'ont ratifié le texte. Rien ne les oblige donc à coopérer avec la Cour. Nous rejetons fondamentalement la décision du tribunal d'émettre des mandats d'arrêt à l'encontre des hauts responsables israéliens. Les États-Unis ont été très clairs sur le fait que la CPI n'est pas compétente en la matière. Plusieurs États membres de l'Union européenne ont déjà promis d'appliquer l'ordre de la CPI. Mais dans les faits, il y a bien peu de chances de voir Benyamin Netanyahou comparaître devant la Cour. Nos invités pour en parler, Aude Soufi, bonsoir Aude Soufi. Bonsoir Patrice. Éditorialiste France Info, à côté de vous, Hugues Huette, bonsoir. Bonsoir Patrice. Hugues, Jean-Jérôme Bertolus est également là. Bonsoir Jean-Jérôme. Et Ronnie Broman est également avec nous, merci d'être là. Vous êtes ancien président de Médecins sans frontières, Ronnie, et nous devrions avoir en visioconférence William Bourdon. Bonsoir monsieur. Il est là. Bonjour, bonsoir. Oui. Bonjour, bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Je vous propose un rapide tour de table. Alors, on a vu que la Cour pénale internationale suspectait les Israéliens d'avoir utilisé la famine comme arme de guerre et à avoir empêché l'aide humanitaire de rentrer à Gaza. Ça fait partie des, des reproches qui sont faits à Israël et notamment à Benjamin Netanyahou. Comment est prise la décision, une telle décision de la part de la Cour pénale internationale? C'est sur recommandation du procureur général, c'est ça? Oui, on se rappelle qu'en mai dernier, mais enfin je pense que William Bourdon sera plus à même de qualifier les faits, enfin de les décrire sur un plan juridique. Mais en mai dernier, le procureur a émis des requêtes auprès de la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale, qui est composée donc des juges capables d'émettre des mandats d'arrêt. Le procureur, lui, les demandait. Cela faisait 6 mois que cette histoire était en suspens, au point qu'un certain nombre de gens, dont moi, pensaient que l'affaire était dans le sac, si j'ose dire, c'est-à-dire que jamais ces mandats ne seraient émis. Et finalement, on apprend, il y a 2 jours, que ça va être effectivement le cas, que ces mandats sont émis. Les mandats contre donc les 2 dirigeants israéliens, Netanyahou et Gallant, mais peut-être aussi, et je serais d'ailleurs curieux de savoir ce que va en dire Maître Bourdon, mais la Cour a les moyens, a la possibilité juridique d'émettre des mandats secrets, de façon à protéger les témoins, à protéger le sérieux de l'investigation. Donc il se peut qu'il y ait beaucoup d'autres gens qui seraient admis. Et par exemple, pour ce qui nous concerne, nous, en tant que Français, les 4000 franco-israéliens qui sont partis pour une ratonnade à Gaza... Le mot est un petit peu fort peut-être. Oui, mais je l'assume. D'accord, très bien. Pour une ratonnade à Gaza... ceux-là vont-ils être inquiétés? En tout cas, il me semble que chacun d'entre eux peut se poser à bon droit la question de savoir s'il ne va pas faire l'objet, s'il ne va pas être visé par un mandat d'arrêt. Alors, Ronnie Broman, vous brûliez à l'instant, vous le disiez, d'entendre William Bourdon sur le sujet. William Bourdon, la parole est forcément à vous maintenant. Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le délai pour ratifier ces mandats d'arrêt était exceptionnellement long. Et un jour, un livre... s'écrira sur l'intensité, la sophistication des moyens utilisés par des réseaux d'influence au service, pas simplement d'Israël, des États-Unis, de certains pays européens, dans un grand ballet d'hypocrisie entre la France et le Royaume-Uni, pour tenter de faire pression sur la Cour pénale internationale. La deuxième idée, elle est très simple, et de dire que si ces mandats d'arrêt n'avaient pas été ratifiés, c'était la mort de la crédibilité de la justice pénale internationale. C'était sa mort. C'est-à-dire que soit elle ratifiait, et on peut espérer que cette ratification puisse être considérée comme une partie de l'opinion publique internationale, comme un antidote contre ce qui fait ravage aujourd'hui, qui s'universalise,
c'est-à-dire le sentiment du deux poids, deux mesures, qui alimente les rhétoriques démagogiques des Chinois, des Russes, de certains petits capitaines populistes en Afrique de l'Ouest, il faut bien comprendre que ce sentiment d'une justice à géométrie variable a eu des effets et continuera à avoir des effets catastrophiques. Et de ce point de vue-là, le fait qu'il y ait des mandats d'arrêt ratifiés pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, pour la première fois dans l'histoire de la justice pénale internationale contre le dirigeant d'un pays occidental, d'un pays démocratique, même si c'est une démocratie bien abîmée, eh bien c'est un pas considérable pour les victimes, pour un espoir de paix, même si à lui seul, il est insusceptible, bien entendu, de permettre et d'inviter les belligérants à se mettre autour d'une table et à mettre fin à toutes les atrocités qui sont commises. Alors, je rappelle que sur ce thème, il y a forcément des questions qui se posent et vous pouvez vous-même les poser, je le rappelle, en scannant le QR code qui s'affiche sur votre écran. Florence Thiel les sélectionne et dans la séquence « On vous répond », eh bien, nous vous répondrons si vous avez des questions. Alors, est-ce qu'il se trouvera quelqu'un sur ce plateau pour parler de décisions politique plus que judiciaire, où vous avalisez tous le fait que ce soit une décision de la part du TPI, d'une décision purement judiciaire? Il y a eu un travail de fond qui a été fait par la Cour pénale internationale, puisque lorsque un certain nombre d'ONG et d'avocats aussi, il y a eu plusieurs centaines d'avocats qui se sont adressés à la CPI pour justement tenter de mettre un terme à cette escalade meurtrière que commettait Israël, eh bien, ces faits ont été examinés le plus sérieusement possible, dans la mesure du possible aussi, à partir du moment où, par exemple, Karim Khan n'a pas eu accès, évidemment, au territoire de Gaza, n'a pas eu accès à Israël, alors qu'il en avait fait la demande, pour vérifier effectivement ces témoignages. Parce que ce qui est important, c'est pouvoir, effectivement, que les témoignages qui leur sont parvenus puissent être vérifiés, recoupés, etc. Enfin, tout un travail que fait une juridiction dans quelque affaire que ce soit. Donc oui, c'est une procédure qui a tout lieu d'être et qui est tout à fait logique. Au regard de ce qui se passe en ce moment, est-ce qu'on peut imaginer que dans un avenir à moyen terme, des pays comme les États-Unis ou la France fassent aussi éventuellement l'objet de mandats émis contre eux? Parce que si je me réfère à ce qui s'est passé par exemple à Raqqa et ce qu'en dit Amnesty International, que disait Amnesty? La coalition dirigée par les États-Unis a utilisé de nombreuses munitions explosives imprécises dans des zones peuplées de civils. Même les bombes de précision de la coalition ont fait un nombre effroyable de victimes parmi la population civile. Et je termine, la coalition a tué des centaines de civils pour finalement laisser partir les combattants de l'État islamique. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ce qui se passe avec Israël, dont beaucoup pensent aussi que le pays se défend, et ce qui s'est passé lors du bombardement de Raqqa? On peut l'imaginer. C'est-à-dire que ces dernières années, il faut bien voir que la CPI a mené un certain nombre d'enquêtes, et un certain nombre d'enquêtes ont été abandonnées. C'est-à-dire il n'y a pas eu de suite. Donc pourquoi pas sur les faits que vous décrivez? Mais j'ai envie de dire, Patrice, n'allons pas plus vite que la musique. Vous me demandiez si c'était une décision judiciaire ou politique, mais c'est une décision, on va dire, historique, donc à la fois judiciaire et politique. Historique au sens où elle touche une démocratie ou... Mais historique, oui, peut-être. Je pose la question. On touche une démocratie, au moment où on touche le camp occidental, au moment où une institution internationale, très jeune, rappelons-la, elle n'a que 20 ans, elle fait en quelque sorte ses premiers pas, et on le sait, ses premiers pas ont été dirigés souvent contre des personnalités marginales, perdantes, et souvent africaines. Donc là, ça n'a plus rien à voir. Et on sait que le multilatéralisme a été très malmené ces dernières années. Et comment dire, les attaques contre le multilatéralisme ont été encore renforcées dans la guerre à Gaza. Donc là, tout d'un coup, il y a un nouveau marqueur. Donc attendons de voir un petit peu comment, effectivement, les différents pays vont réagir. Parce que William Bourdon se félicite, c'est une victoire pour les victimes, etc. Mais on n'en est pas du tout là. La victoire, elle n'est pas du tout acquise. Juste, j'en terminerai par ça. Rappelez-vous, Vladimir Poutine a été lui-même poursuivi pour crime de guerre, pour déportation illégale des enfants. Il a fait un déplacement dans un des pays signataires du traité de la Mongolie. Voilà. On va en parler tout à l'heure. Et qui ne l'a pas arrêté. Donc, n'allons pas plus vite que la musique. Alors, je m'adresse à Aude, qui ne s'est pas encore exprimée. Aude, on disait décision historique, notamment parce qu'elle concerne un pays démocratique. Quand Israël, par l'intermédiaire de son ambassade,
à Paris dit si des crimes ont été commis, c'est à notre système politique d'enquêter parce qu'il a prouvé sa capacité à enquêter de façon totalement indépendante. Est-ce que c'est crédible ou vous dites non, c'est pas aux Israéliens, Israël fut-elle une démocratie, d'enquêter? Non, parce que comme disait Hugues, il y a déjà le problème du fait que aucun journaliste, aucune entité indépendante n'a pu accéder à Gaza pour enquêter. Finalement, il n'y a que les organisations humanitaires et encore laborieusement au compte-gouttes et uniquement celles qui apportent de l'aide, mais pas celles qui justement enquêtent sur des crimes. Il y en a aussi des ONG. Donc, la réponse est clairement non, puisqu'Israël ne laisse pas des observateurs internationaux juger de ce qui s'est passé à Gaza. Donc comment pourrait-on supposer que leurs enquêtes sont indépendantes si personne d'autre ne peut corroborer leurs conclusions? C'est-à-dire qu'une démocratie ne suffit pas à être crédible, ça voulait dire? C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a aucun élément qui nous permette nous, à l'extérieur d'Israël, de penser que les chiffres qu'ils donnent sur les victimes civiles sont exacts, que les chiffres qu'ils donnent sur les combattants du Hamas tués, par exemple, sont exacts, que quand ils visent une école ou un hôpital, parce que, disent-ils, des combattants du Hamas se cachent ou que ça sert de réserve d'armes, c'est exact. À chaque fois, on est obligé justement de croire les autorités israéliennes parce que c'est une démocratie, parce que c'est un pays qu'on est censé croire. Non, si ils veulent faire montre de leur indépendance et de leur honnêteté, il faut qu'ils laissent d'autres venir enquêter, avoir les mains libres et pouvoir corroborer leurs conclusions. Alors, si je comprends bien ce que vous dites, lorsqu'on dit que le Hamas se sert des populations civiles comme de boucliers humains, à ce stade, vous me dites, de façon unanime ou pas, je ne sais pas, vous allez réagir, non, on n'en a pas la preuve. Non, mais d'un mot, je veux dire, je ne sais pas si on a la preuve ou pas, mais ce que vient de dire Outsoufi me paraît, frapper au coin du bon sens. La démocratie ne peut pas interdire à des journalistes d'aller sur le terrain et des journalistes extérieurs d'aller sur un terrain, même un terrain de guerre. C'est-à-dire que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un conflit fermé, c'est-à-dire on a fermé la porte de Gaza. Et donc c'est très inquiétant à la fois, effectivement, pour savoir ce qui se passe à Gaza, mais je dirais quand même, moi, je trouve ça inquiétant pour Israël. Parce qu'un jour ou l'autre, les journalistes du monde entier, du Sud comme du Nord, vont rentrer à Gaza. Et je pense que là, ça sera une nouvelle déflagration par rapport à ce qui reste de Gaza. Et que quand on aura des images documentées, quand on aura des témoignages de journalistes, à travers les yeux des journalistes qui vont raconter ce qu'ils voient, je pense que ça sera une vraie déflagration. Ronnie Baumann, vous vouliez intervenir? Oui, moi, j'ai été frappé ces derniers jours par un témoignage d'un soldat israélien racontant sa campagne à Gaza dans le cadre d'un reportage que Le Monde a publié sur ce ranch en Israël qui accueille des soldats victimes de syndrome de stress post-traumatique. On sait que le syndrome de stress a été mis au point, a été déterminé cliniquement, médicalement, aussi bien pour décrire l'état de victimes qui ont été bombardées, torturées, que l'état de personnes qui avaient commis des actes qui les avaient marqués. Également. Là, absolument. En l'occurrence, il s'agit de soldats, et l'un de ces témoignages était particulièrement impressionnant, notamment parce qu'il avait déjà été produit devant le Parlement israélien, et que là, il revenait devant le journaliste du Monde. Et il s'agissait de raconter que le collègue de ce soldat qui conduisait un bulldozer blindé, les bulldozers font partie de la stratégie militaire israélienne pour détruire les maisons, pour détruire les routes, détruire le sous-sol, etc. Donc ce bulldozer blindé était conduit par un soldat qui était le collègue de celui qui témoignait, qui s'était suicidé quelques jours auparavant. Et dans le récit qu'il donnait de cette situation, il parlait du fait que son collègue
avaient témoigné du fait que la conduite de ce bulldozer, ils avaient écrasé des dizaines et peut-être des centaines de corps de Palestiniens morts et vivants. Je dis bien morts et vivants. C'est-à-dire ce bulldozer écrasait des corps comme ça. Et c'était à cela que ce soldat n'avait pas résisté, et c'est pour cela qu'il s'était suicidé. Et je dis ça parce que moi, j'ai des réserves sur l'usage du mot démocratie. Si, pour qualifier Israël, si la Cour pénale internationale a frappé un grand coup, et moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit auparavant, c'est une mesure d'ordre historique, ça n'est pas parce qu'elle s'en prend à une démocratie, c'est parce qu'elle s'en prend à un pays qui appartient au camp occidental. C'est tout à fait différent. Les pays qui appartiennent au camp occidental avaient jusqu'à présent été totalement ménagés. Seuls ceux qui étaient dans le camp... Ils sont un petit peu plus vertueux que les dictatures, quand même. Vous me le concéderez, oui, en général. Oui, c'est vrai, je vous le concède, mais du point de vue des faits, et notamment de leur qualification juridique... Oui, mais par exemple, ce que fait Israël à Gaza, ce que fait Israël maintenant au Liban, ça relève d'une stratégie qui est... Enfin, d'une forme de guerre qui bat tous les records, tout de même, records d'intensité de bombardement, record du nombre d'enfants tués, de journalistes tués, de médecins tués, record de destruction. Donc on est quand même sur un autre registre. C'est pour ça que je préfère parler quand même du camp occidental. Et je rappelle que Bush a envahi l'Irak, qu'il a commis donc un crime d'agression qui lui-même a été suivi d'un grand nombre de crimes commis sur le terrain, et que à peu près c'est l'impunité à peu près totale qui règne. Donc les démocraties... Mais je reviens sur Raqqa. Alors tout à l'heure, vous dites que il faut qu'il y ait un mandat contre la France. Mais bien sûr. Contre la ce qui s'est passé à Raqqa, est-ce qu'il faudrait un mandat contre Emmanuel Macron, un mandat contre Biden je pose la question. Je ne sais pas quelles ont été concrètement les méthodes de guerre, mais ce que je pense, c'est qu'au moins une instruction, je ne veux pas donner de nom, moi je ne suis pas qualifié pour cela. Ce dont je suis absolument convaincu, en revanche, c'est qu'en effet, cette guerre antiterroriste a coûté beaucoup plus de vies que celle détruite par les terroristes eux-mêmes, qu'on n'a pas fait de quartier, qu'on a bombardé aveuglément, qu'on a détruit à peu près 80% de Raqqa, donc des méthodes de guerre qui s'apparentent en effet à ce que l'on a vu à Gaza. Donc ce ne serait que justice que la Cour pénale ouvre en effet mettre tout le monde en cabane là, sur ce qui s'est passé. Il va y avoir du monde. Mais oui, mais pour l'instant, ce que l'on voit, c'est que finalement les zones de tir libre, comme c'est le cas à Gaza, de tir et de bombardement libre, on cogne et on dit puisqu'ils sont morts, ce sont des terroristes. En gros, c'est comme ça que fonctionne la logique. Eh bien, qu'est-ce qui peut les freiner? Puisque rien ne semble disponible pour les freiner. Aujourd'hui, seule la Cour pénale internationale a les mesures, a les moyens de rendre ces actions punissables, donc de leur conférer un certain coût politique, un certain coût moral. Et aujourd'hui, Israël est un État paria, notamment du fait de la mesure prise par la Cour pénale internationale. Et je pense que c'est ce qui explique aussi largement la fureur des dirigeants israéliens. Alors, je voudrais précisément qu'après la fureur et les réactions des dirigeants israéliens, on va d'ailleurs... en reparler tout à l'heure avec notre consoeur de France 24, Françoise Thomazeau, qu'on en vienne aux réactions du monde. Florence Thomazeau, qu'on en vienne aux réactions du monde. Alors, d'abord, il y a la réaction d'Irlande, ça peut intéresser, pourquoi pas, qui parle d'une mesure extrêmement significative. On a la réaction de la France, alors qui dit « Nous avons toujours soutenu les actions de la Cour, mais c'est une question juridiquement complexe et la situation nécessite beaucoup de précautions juridiques. » J'appelle ça une forme de gloubi-boulga diplomatique. Vous avez compris quelque chose ou pas? C'est un langage qui nous échappe, qui est une langue. Vous pourriez rajouter d'ailleurs aussi la déclaration de l'Allemagne, ce qui est loin d'être innocent. Ouais. Israël, de facto, de par son histoire tragique, jouit d'un statut exceptionnel. C'est un État exceptionnel. Et d'ailleurs, en ce sens, la décision... L'histoire tragique des Juifs, pas l'histoire tragique d'Israël. Israël n'existait pas au moment du Troisième Reich. Vous avez entièrement raison, effectivement, de noter Israël a été créé en 1948. Mais c'est vrai que... Et le projet datait d'un peu avant, quand même. C'est vrai qu'un certain nombre d'États européens, donc, qui ont été partie prenante de cette Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne nazie bien évidemment, mais aussi la France collabo et bien d'autres pays, ils sont mal à l'aise face à cela, parce que normalement, théoriquement, Benyamin Netanyahou, s'il se rend sur le territoire français, il doit être arrêté, puisque la France a ratifié la convention créant la CPI. L'Allemagne l'a aussi ratifié. Enfin, un certain nombre de pays l'ont ratifié. Donc, théoriquement 124. et juridiquement, 124 exactement,
ils doivent arrêter le Premier ministre israélien s'il se trouve sur son territoire. Et c'est là qu'évidemment c'est assez compliqué. Donc c'est pas une situation juridique forcément complexe comme le dit le Quai d'Orsay, mais c'est plutôt une situation politiquement complexe. Alors, Huguette parle le Quai d'Orsay. Vous vouliez rajouter quelque chose? Raison, parce que ce que vous avez cité, je crois que ce sont les propos du porte-parole du Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, qui étaient antérieurs à la prise de position de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un porte-parole, c'est quand même un haut fonctionnaire. Et donc, il répercute, on va dire, les pensées du Quai, mais il faut quand même le briefer un petit peu politiquement. Et sur un sujet aussi complexe, il y a peut-être eu quelques heures de décantation, mais maintenant, la position de la France est claire. Jean-Noël Barrot a dit on en prend acte, et donc le mandat sera respecté. Et à mon avis, Benyamin Netanyahou n'est plus le bienvenu en France, où il serait arrêté. Précisément, William Bourdon. La France, elle a ratifié le traité de Rome, donc elle doit appliquer le mandat si Benjamin Netanyahou met le pied sur le tarmac à Roissy ou au Bourget ou je ne sais où. Est-ce qu'elle est obligée de l'arrêter ou pas? Et comme le disait tout à l'heure, je crois, Ronnie Broman, il y a un précédent. Poutine s'est rendu en Mongolie. La Mongolie a ratifié le traité de Rome. Et Poutine est reparti tranquille à Moscou. La France est-elle obligée? Poutine a les moyens commerciaux, les pouvoirs d'influence de négocier au cas par cas, le fait de garantir son immunité s'il se balade, évidemment en Corée du Nord, à Pékin, en Mongolie. Quant à Paris, la France a l'obligation absolue d'arrêter Netanyahou s'il se trouve sur le territoire français. Sinon, elle se met sur le même niveau que la Mongolie ou la Corée du Nord, et elle s'exclut de tout le système multilatéral, alors qu'Emmanuel Macron prétend vouloir restaurer le multilatéralisme au moment où on peut s'attendre à ce que l'administration Trump l'attaque, le décortique de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe si elle ne le fait pas? Ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est que le passeport d'immunité accordé à Israël depuis sa naissance, en raison de la culpabilité occidentale, ce passeport aujourd'hui est déchiré. Et que pour la première fois, le bouclier que représentait la culpabilité occidentale s'est émoussé, et que pour la première fois, les déclarations de Netanyahou qui accusent la Cour pénale internationale, rien de moins que d'être une organisation antisémite, ne sont plus crédibles. Et que tout le monde comprend que les mandats d'arrêt peuvent être peut-être le meilleur bouclier contre ce que fabriquent chaque jour les bombardements à Gaza, les crimes commis contre les prisonniers palestiniens, les tortures, les bombardements au Liban Sud, c'est-à-dire d'universaliser l'antisémitisme et d'être une fabrique de l'antisémitisme. Restituer de la crédibilité de la CPI, c'est lui redonner de l'universalité, c'est-à-dire chacun a droit à la vie, chacun a droit à un juge. Et tous les crimes internationaux, tous ceux qui commettent des crimes internationaux sont redevables devant le juge international, Israël compris, quels que soient les embarras et quels que soient les vieux fonds de culpabilité occidentale. Alors, la France a ratifié ce traité. Arrêtez-moi si j'ai une bêtise, mais il me semble que l'Union européenne en tant que telle a aussi ratifié ce traité. D'ailleurs, Josep Borrell a dit qu'il fallait appliquer la décision de la CPI si Netanyahou ou Gallant posaient le pied sur n'importe quel territoire européen. Okay. Et dans l'Europe des 27, vous parlez de n'importe quel territoire européen, au hasard, la Hongrie. Écoutez le Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Aujourd'hui, j'invite le Premier ministre d'Israël, M. Netanyahou, à nous rendre visite en Hongrie. Avec cette invitation, je lui assure que s'il vient, le verdict de la Cour pénale internationale n'aura aucun effet ici. Nous ne suivrons pas leurs recommandations. Alors, qu'est-ce qu'on fait là encore? Si Netanyahou va en Hongrie et que Orban le laisse repartir tranquille à Tel Aviv. Il n'y a aucune obligation, entendons-nous bien. C'est-à-dire que les pays qui ont ratifié effectivement le traité de Rome, qui sont membres de la Cour pénale internationale, ont effectivement l'obligation d'arrêter quelqu'un, d'arrêter une personnalité contre laquelle un mandat a été délivré. Mais
ce sont des pays, ce sont des nations. Donc il n'y a pas après de mesures, si ça n'est pas le cas, de mesures de rétorsion. Ça a été très bien dit par William Bourdon. Ce qui est vrai, c'est que le cas ne peut pas se poser en France, par exemple. Parce que, d'une part, il est clair qu'Emmanuel Macron n'invitera plus Benyamin Netanyahou à quelque conférence que ce soit, à quelque entrevue en face à face que ce soit. Il ne viendra pas à l'inauguration de Notre-Dame. Il viendra nulle part. Et même en voyage privé, il ne pourra plus venir en France. Donc ça, c'est un point. Mais si la France, disons, ne le faisait pas, oui, c'est clair, la Mongolie peut se le permettre vis-à-vis de Vladimir Poutine, mais la Mongolie, qu'est-ce que c'est au niveau international, sans être déplaisant? Un pays de l'ONU, un pays qui a ratifié le traité. Voilà, mais dont l'influence est équivalente à celle de mon petit doigt. Donc, je veux dire, c'est vraiment deux cas de figure très différents. Ce qui est vrai, moi j'ai vu le titre comme ça d'un article, c'est que l'espace de Benyamin Netanyahou, c'est considérablement restreint. Je ne suis pas sûr que les 123 ou 124 ou 125 pays qui sont membres, enfin qui ont appliqué, ratifié le traité de Rome et donc qui suivent les consignes, qui suivent théoriquement les consignes de la CPI, les appliqueront. On voit bien avec le cas de Viktor Orban que ça ne sera pas le cas. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, ce dirigeant d'un pays démocratique occidental n'a plus de liberté de mouvement. Et ça, vraiment, c'est à la fois historique et comment dire, il va y avoir des développements parce que ce pays est en guerre et cette guerre concerne le monde entier et que ce dirigeant n'ait plus de liberté de déplacement, c'est quand même assez... voilà. Sachant, Patrice, que vous citiez l'Irlande, vous montrez l'exemple d'Orban, alors qu'on l'Irlande applaudit, hein. C'est pour ça, je dis l'Irlande comme si c'était un petit pays, mais on a eu Justin Trudeau très très rapidement après la décision de la CPI qui a fait une déclaration disant que Netanyahou n'était évidemment pas le bienvenu au Canada et qu'il l'arrêterait s'il venait sur le sol canadien. On a le Royaume-Uni qui a répondu de la même manière. L'Italie, Jean-Jérôme précisait qu'effectivement la France... Quasiment tous les pays de l'Union européenne. Voilà, donc ça n'est pas minoritaire. Et en fait, ce que fait Orban, c'est du Orban. Comme d'habitude, il se met en marge, il dit qu'il ne respectera pas les règles, que Netanyahou est bienvenu. Mais ça, c'est la position minoritaire quand même. On est là face à une majorité de pays occidentaux démocratiques qui disent qu'ils vont respecter le droit international. Bon, bah, c'est pas surprenant, c'est presque rassurant, non? Alors, si la Mongolie... Après, évidemment, c'est celle des États-Unis. Qui n'a pas ratifié. J'y viens, c'est intéressant. Alors, parce que pas trop vite. Jean-Jérôme nous disait que la Mongolie a l'influence de son petit doigt, ce qui est vrai, et encore, c'est pas sympa pour son petit doigt. On a d'autres pays, la Hongrie, qui ont peut-être l'influence du, je vais pas dire le majeur, mais ça va être mal interprété, mais de l'index, et puis vous en avez un qui a l'influence de toute la main, voire du bras, c'est les États-Unis. Que disent les États-Unis? Cette cour est une plaisanterie dangereuse. Il est temps que le Sénat agisse et sanctionne cet organe irresponsable. Je ferme les guillemets, c'est un sénateur proche de Donald Trump, bientôt à la Maison-Blanche, qui a fait cette déclaration. La question que je pose, à partir du moment où il y a des pays qui ont ratifié le traité de Rome et qui ne vont pas forcément arrêter Benjamin Netanyahou s'il va chez eux, la question que je pose, c'est celle de la légitimité, de la crédibilité de la Cour pénale internationale. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est en devenir ou qu'elle va être restreinte à la suite de cette affaire? Est-ce que vous avez une intuition par rapport à ça? Parce qu'il y a quand même pas mal de pays, on le voit, peut-être pas majoritaire, j'en sais rien, mais qui n'apprécient pas ce qui se passe actuellement. L'intuition d'un mot, c'est que la Cour pénale internationale joue son avenir sur le cas Benyamin Netanyahou. Et d'ailleurs, on va le voir très vite parce que mes confrères qui sont spécialistes disent que aussi ce qui va se passer la semaine du 1er décembre, c'est-à-dire avec l'Assemblée générale, et qui doit voter le budget de la Cour pénale internationale, donc tous ces pays qui vont se réunir, on va voir effectivement s'il va y avoir des pays qui en quelque sorte vont dire restriction budgétaire et ainsi s'opposer effectivement à la Cour pénale internationale. Mais c'est sûr que la Cour pénale joue sa légitimité et à la fois son avenir sur le cas Netanyahou. Ça, c'est clair. Et ce sont quand même les États-Unis qui se ridiculisent dans cette histoire parce que Biden n'a pas eu assez de mots pour célébrer les mérites de la Cour pénale internationale quand c'était contre Poutine. Contre Poutine, et il n'a pas assez de mots pour la flétrir, pour la descendre, quand c'est un mandat contre Netanyahou. Et ça ne va pas forcément s'arranger avec Trump? Non, bien entendu, ça ne va pas s'arranger avec Trump. Sauf que Trump n'aurait sans doute pas félicité la CPI pour son mandat contre Poutine.
Ouais. Alors, au moins, il est cohérent. Florence Thomazeau, qui nous écoute attentivement, on va aller la voir tout à l'heure, précise, et elle a raison, on parle depuis tout à l'heure du traité de Rome, qui est traité lié à l'Europe. Là, c'est le statut de Rome, ce fameux. Bon, voilà, vous aviez, je l'espère, rectifié. Jean-Jérôme nous disait, la CPI joue sa crédibilité et son avenir sur cette affaire. Est-ce que c'est aussi votre sentiment, Maître Bourdon? Oui, je le disais à l'instant, mais alors d'abord, j'évoquais le fait que pour les victimes, c'est un soutien moral. C'est un encouragement, évidemment, ce n'est pas une victoire. C'est un long processus. Ensuite, on n'en est qu'aux prémices. Souvenez-vous, TPY, la guerre en ex-Yougoslavie, il y a eu une succession de mandats d'arrêt contre les mêmes individus. Donc ces mandats d'arrêt, ils sont sans doute suivis d'autres mandats d'arrêt, secrets ou pas secrets, suivant l'agenda et les impératifs de politique pénale de M. Karim Khan. Il y aura d'autres mandats d'arrêt contre Netanyahou, c'est vraisemblable contre d'autres responsables politiques et militaires, pour ce qui se passe au Sud-Liban, pour ce qui se passe en Cisjordanie, et évidemment contre les dirigeants du Hamas. Aujourd'hui, quelle est la nouvelle fracture? Qui sont les meilleurs amis, les meilleurs alliés pour détruire le multilatéralisme et détruire la crédibilité de la CPI? C'est Biden, Poutine, les Chinois et bien entendu demain Trump. Quelles sont les deux grandes démocraties qui sont obsédées de saboter la coopération internationale? C'est Washington et c'est New Delhi. Ce sont les Indiens et ce sont les Américains. Donc aujourd'hui l'Europe, elle est à sa place. En défendant la coopération internationale, elle défend ce qui est le socle juridique des valeurs européennes. Et donc, de ce point de vue-là, on est dans les prémices, le prologue d'une grande redistribution des cartes, avec évidemment cette incertitude considérable qui tient à la dimension irrationnelle et pathologique de Trump dans la façon dont il va mener sa politique étrangère. Et puis enfin, et c'est très important, s'agissant de M. Karim Khan, il faut s'attendre de la part de l'administration de Trump, pourquoi pas demain un mandat d'arrêt contre lui, la saisie de ses comptes, des refus d'interdiction du territoire américain à l'encontre de l'ensemble des juges de la CPI. Il faut anticiper sur les mesures de rétorsion terribles que l'administration Trump va faire tomber sur une organisation qui est un enfant des Nations Unies, il faut le rappeler. On précise quand même qui est M. Khan. C'est le procureur de la CPI. C'est le procureur de la Cour pénale internationale. D'ailleurs, je ne sais pas s'il faut y voir... il a une affaire de... Oui. Il nie totalement... De harcèlement sexuel sur le dos en ce moment. Hein, voilà. Donc certains disent que cette affaire a été orchestrée justement pour le décrédibiliser. Donc laissons l'enquête sur son cours sur cette affaire. J'insiste quand même sur je parlais de la légitimité et de la crédibilité de la Cour pénale internationale. Maître Bourdon a dit à juste titre un instant que c'était un enfant des Nations Unies. Simplement, de plus en plus aujourd'hui, lorsqu'on parle des Nations Unies, qui rassemblent effectivement la communauté des nations, il y a un petit peu plus de 200 pays, il y a quand même des gens qui vous disent les Nations Unies, c'est ce fameux machin, j'allais reprendre l'expression de Gaulle, qui a par exemple donné la commission des droits des femmes à l'Iran ou à l'Arabie Saoudite, la commission de je ne sais plus quoi, enfin de l'égalité des droits des hommes et des femmes à des pays comme ça. Est-ce que quelque part, d'une certaine manière, à partir du moment où la CPI est l'enfant des Nations Unies et que les Nations Unies semblent parfois aussi se décrédibiliser à la faveur de certaines décisions, tout ça ne joue pas en défaveur de la CPI? Il me semble que la Commission des droits de l'homme, devenue le Conseil des droits de l'homme, était vraiment une sorte d'épine irritative où, en effet, se passaient des choses, comme vous les avez dites, qui sont au mieux surréalistes, au pire choquantes, littéralement scandaleuses. Mais tout ça ne doit pas quand même écarter l'action des Nations Unies dans toute une sorte de domaines, l'OMS, les réfugiés, enfin la santé, les réfugiés, l'éducation, bien sûr. L'éducation, etc. Donc une agence des Nations Unies qui, en effet, à mon avis, n'avait tout simplement pas lieu d'être, peut ternir l'image des Nations Unies dans... Parce qu'il y a eu plusieurs incartades, je crois, le droit des femmes et, je ne sais plus ce que c'était l'autre, les droits de l'homme, je crois. Oui, enfin, la Chine... L'égalité homme-femme et puis les droits de l'homme. Présider des commissions. Enfin, ça n'est un petit appendice des Nations Unies dans un appareil qui est quand même très important et dont, malgré tout... on a besoin, il me semble au contraire, la décision de la Cour pénale internationale va rehausser le statut, le prestige des Nations Unies qui en ont bien besoin.
Parce que ces derniers temps, en effet, leur absence, leur impuissance, leur recul sur... C'est la Cour pénale qui va tirer vers le haut les Nations Unies, selon vous. Aujourd'hui, en tout cas, il me semble que c'est bien le cas. Et je voudrais quand même insister sur un point, sur cette question de la démocratie, parce que le fait de considérer Israël comme une démocratie explique beaucoup de choses sur une espèce de c'est quand même un fait, quand même. Non, ça n'est pas un fait. C'est un pays où il y a des élections libres, où il y a une opposition, il y a une alternance. Alors à ce moment-là, l'Afrique du Sud de l'apartheid était aussi une démocratie, parce qu'il y avait des élections, un gouvernement révocable. C'était une démocratie pour les Blancs, et c'était une dictature. Donc vous allez me dire qu'Israël n'est pas une démocratie? Non, je pense que c'est une démocratie, disons, extrêmement limitée. Quand on pratique la colonisation, l'apartheid, la détention arbitraire, et l'autodéfense, la torture, et la guerre dans les conditions que l'on sait, il me semble que se revendiquer du titre de démocratie est quand même pour le moins choquant. Est-ce que vous avez le sentiment aussi qu'il n'y a pas un problème du côté de la CPI, pardonnez-moi d'insister, c'est mon rôle, lorsque la CPI met sur un plan d'égalité, pardon d'y revenir, un pays dont je pense qu'il est démocratique, et je pense que c'est à peu près admis, Israël, même si vous le contestez. Demandez aux Palestiniens ce qu'ils en pensent. Demandez aux Palestiniens. Et une organisation terroriste. Pardon, excusez-moi. Demandez aux Palestiniens qui vivent sous juridiction israélienne ce qu'ils pensent de la démocratie israélienne. Il y a beaucoup d'Arabes israéliens qui pensent qu'elle est effectivement qu'elle fonctionne. Ah oui. Il y a 2 millions d'Arabes israéliens. Oui, il y a 2 millions d'Arabes israéliens. Demandez-leur. Regardez comment ils s'expriment. Il y a eu pas mal de reportages là-dessus. Je ne dis pas qu'ils pensent tous comme ça, mais... Non. Il y a 5 statuts de Palestiniens, 5 statuts juridiques de Palestiniens. Les Palestiniens de 48, disons que les Palestiniens à l'intérieur d'Israël, les Palestiniens de Jérusalem, et les Palestiniens de Cisjordanie, les Palestiniens de Gaza et les Palestiniens réfugiés. Je laisse de côté les réfugiés, ça n'est pas directement sous juridiction israélienne, bien qu'ils soient à l'origine quand même du statut de réfugiés. Mais 4 statuts juridiques différents, dont 2 qui sont à Gaza et en Cisjordanie des statuts juridiques nuls, c'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont aucun droit et qui vivent à côté de gens qui les envahissent et qui ont tous les droits. Si vous appelez ça une démocratie, alors moi je ne sais plus quelle valeur attacher au mot. Il me semblait qu'il y avait des élections libres dans ce pays. Il y a des élections libres. Ça ne suffit pas pour déterminer qui est Afrique du Sud. À ce moment-là, Si, il y avait des élections qui étaient libres pour les Blancs en Afrique du Sud. Pour les Blancs, que pour les Blancs. Et il y avait aussi des députés noirs à l'Assemblée. Eh bien, l'Afrique du Sud n'était pas une démocratie, c'était un État raciste, comme l'est l'État israélien. Je vous laisse la pérennité de ce que vous venez de dire, et c'est bien que vous puissiez l'exprimer sur le plateau de France Info. On va aller faire un tour, je vous l'ai tellement promis, du côté de France 24, avec Florence Thomazeau. Bonsoir Florence. En Israël, l'annonce des mandats d'arrêt lancés par la Cour pénale internationale, dont nous parlons abondamment depuis maintenant une bonne demi-heure ici, contre Benjamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense, a, on va dire, susciter une vague d'indignation. Et alors là, Florence, c'est-à-dire que tout le monde fait bloc finalement autour de Benjamin Netanyahou, qui initialement n'avait pas que des amis dans son pays. Oui, ça c'est une réalité. La majorité des élus israéliens prend fait et cause pour le Premier ministre. Tous dénoncent en effet cette décision de la CPI de vouloir à terme faire comparaître Netanyahou et Yoav Gallant devant une cour internationale pour y répondre de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Ce mandat d'arrêt que le Premier ministre a qualifié de procès Dreyfus moderne et qui se terminera selon ses termes de la même manière va sans doute devenir un atout pour celui qui depuis le 7 octobre 2023 est critiqué pour sa gestion de la guerre à Gaza. En chute libre dans les sondages, notamment pour n'avoir pas réussi à libérer les otages, le Premier ministre israélien, qui jusque-là faisait l'objet d'une fronde à la Knesset, utilisera la décision de la CPI à son avantage. Car en voulant le poursuivre, c'est aussi l'armée israélienne que la CPI pointe du doigt. Une armée qui a le soutien de la population, puisque les Israéliens, on le sait, sont eux-mêmes des réservistes en puissance. Alors difficile d'aller contre Benyamin Netanyahou, qui jouera de son rôle de victime, très utile quand on connaît ses déboires judiciaires. Il est impliqué dans de multiples affaires, accusé notamment d'avoir accordé des faveurs au leader de Bezek, qui est la principale compagnie de télécommunications israélienne, en échange d'une couverture médiatique, on va dire, favorable sur le site d'information Vala. Une autre affaire porte sur des cadeaux de 300 000 $ offerts par un producteur israélien à Hollywood, et la liste continue. Alors ce mandat d'arrêt vient parasiter ces procédures déjà ralenties par la guerre à Gaza. Il pourrait tout simplement nuire à l'instruction et éclaircir éventuellement un avenir politique jusque-là très assombri.
Merci Florence Thomazeau en direct de la rédaction de France 24. Avant d'accueillir Florence Thiel qui va nous rejoindre avec les questions que vous avez posées et que vous pouvez continuer de poser en scannant le QR code qui s'affiche sur votre écran. Florence les sélectionnant et nous les présentant ensuite. Je voudrais vous poser une question, on va dézoomer un petit peu, qui m'est venue là au fil de notre discussion. Je me disais si la Cour pénale internationale avait existé en 1944. Vous avez tous en tête les images de Dresde au lendemain de la guerre. Est-ce qu'il aurait fallu traduire les Alliés devant cette cour, alors que lorsqu'on voit à quoi ressemblait Dresde, à savoir une espèce de steppe où il ne restait plus rien, voire aussi Berlin, même s'il restait encore quelques bâtiments debout à l'époque, il était question de lutter contre les nazis. Est-ce qu'il aurait fallu à l'époque, c'est difficile de juger une époque avec tant de retard, mais est-ce qu'il aurait fallu que les Alliés se retrouvent devant la Cour pénale parce qu'il y avait des innocents qui étaient morts? On rabat l'ultra-contemporain sur l'épisode le plus violent de l'histoire de l'humanité. C'est quand même un exercice difficile. Je pose la question. Avec le regard aujourd'hui, oui, d'autant plus qu'il est acquis historiquement que les bombardements de Dresde et de Hambourg, cette façon d'aplatir des villes entières par les Alliés, n'avait aucune réelle utilité stratégique, politique. C'était une punition. Et d'une certaine manière, un grand nombre des dispositifs juridiques internationaux mis en place après-guerre sont destinés à prévenir ce genre de choses, y compris la punition collective infligée par les Alliés aux Allemands. C'est certainement pas la page la plus glorieuse de la résistance aux nazis, de même que Hiroshima et Nagasaki ne sont pas les pages les c'est vrai plus que j'aurais glorieuses. pu citer Hiroshima et Nagasaki. Oui, sans doute, aujourd'hui, aurait-on à les juger, et j'ajoute, ce serait sans doute une bonne chose, bien que je ne fasse pas... Il est évident que je sais quel était mon camp, quel aurait été mon camp pendant la guerre. C'est difficile de gagner une guerre avec vous, avec toutes ces garde-fous. La guerre était déjà gagnée quand ces bombardements ont eu lieu. Dresde, Hambourg, Hiroshima, Nagasaki, la guerre était déjà gagnée. Continuez un petit peu dans le Pacifique Sud. Ne jetons pas par-dessus bord les acquis de l'histoire. On le sait. Maintenant, ça n'était peut-être pas si évident que ça en 1945. C'était peut-être pas indispensable. Le jugement rétrospectif est toujours facile, donc je parle de ça avec prudence. Mais enfin, en tout cas, puisque nous parlons d'aujourd'hui, nous savons que cette guerre était gagnée et que ces bombardements étaient inutiles, relevaient d'une punition collective que le droit international aujourd'hui réprouve, voire condamne. C'est ce qui se passe à Gaza. Et je pense que quand même c'est une évolution. Roosevelt, Churchill en prison, il n'y a pas tant d'évolutions positives que ça, donc salvons celle-ci. Alors, vous connaissez Florence Thiel Bonjour. Bonjour. Je vous la présente parce que je vais lui céder la parole maintenant. C'est elle qui a les questions des téléspectateurs. On vous répond, c'est notre séquence. Et la question qu'on vous posait, c'est Benyamin Netanyahou mérite-t-il d'être jugé? Alors c'est vrai qu'on a énormément de réactions sur la tablette et beaucoup forcément de téléspectateurs ont des avis très opposés. Je vais vous en lire juste quelques-uns. Par exemple, Tonton nous dit « Si on ne le juge pas avec tout ce qui se passe actuellement, à quoi servirait donc la CPI ?» Et puis, à l'inverse, on a par exemple aussi Marcelin qui dit « C'est l'agressé qui est pénalisé au profit de l'agresseur. Non, Netanyahou n'est pas criminel de guerre, il se défend simplement. » Vous voyez, on a vraiment des réactions très clivées sur la question. Ça, c'est pour le fond. Mais sur la forme, on a aussi des questions. C'est par exemple le cas de Harold qui nous écrit « L'inculpation de Benyamin Netanyahou n'est-elle pas plutôt saine ? Car elle réaffirme qu'il existe une éthique de guerre qui s'applique à tous les belligérants, peu importe le système politique des pays concernés. » On peut voir les choses comme ça ? C'est exactement la manière dont je vois les choses. C'est cette idée-là que je défendais, en effet, oui. Et pour ce qui est de la réponse précédente, fin de la réaction du téléspectateur précédent, à savoir que Benyamin Netanyahou se défend, que c'est Israël qui a été agressé, ça, c'est en effet une affirmation sans cesse répétée par les Israéliens et leurs supposés amis. Je dis leurs supposés parce que des gens qui aident un drogué à continuer à se droguer, c'est pas forcément le meilleur ami. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça apparaît. La guerre n'a pas commencé le 7 octobre. Israël était en situation d'occupation. Gaza était un territoire occupé. Et la résistance à l'occupation c'est pas passé à Gaza le 7 octobre. C'est passé sur le territoire israélien. D'accord, bien sûr, oui. Parce que vous êtes d'accord pour dire que c'est un pogrom? Non, je ne suis pas d'accord pour dire que c'est un pogrom, bien que je l'ai dit au départ, sous le coup de l'émotion, car j'étais extrêmement choqué. Oui, non, c'est un acte de terreur. C'est un acte terroriste, un crime contre l'humanité. Ça ne fait absolument aucun doute. Donc ma condamnation est sans réserve. Et simplement, c'est aussi
à situer dans un contexte, le contexte d'un pays occupant qui a lui-même causé des milliers et des milliers de morts et de blessés dans les années qui ont précédé. Donc on ne peut pas imaginer que tout commence le 7 octobre avec une agression énigmatique, mystérieuse, sans aucune explication, contre des gens qui n'avaient rien fait à ceux qui les ont attaqués. Ça, c'est la version israélienne officielle de la chose, car il y a aussi des versions israéliennes opposantes de la chose qui reconnaissent tout à fait ce que je viens de dire. C'est en cela que je disais que ces voix peuvent s'exprimer et que c'est une démocratie plutôt moderne par rapport à l'Afrique du Sud. Vous y revenez. Il y avait aussi des voix qui s'exprimaient contre l'apartheid. J'ai connu l'Afrique du Sud. Oui, mais elles finissaient en prison. Non, pas du tout. Les voix blanches... Mandela, il a fait 27 ans de tôle, quand même. Mandela était noir, oui. Je vous le rappelle. Oui. Les voix blanches qui s'exprimaient contre l'apartheid n'étaient pas en prison. Elles étaient menacées, elles couraient des risques. Et c'est bien la situation des Israéliens dissidents aujourd'hui qui critiquent leur gouvernement. Je vous rappelle que... Et elles ont fini par l'emporter en 92. Appeler à des sanctions, c'est-à-dire appeler à l'application du droit international contre Israël, c'est encourir une peine de prison si on écoute en tout cas l'actuel ministre de la Justice qui propose une loi permettant de punir soit de 10 ans, soit même de 20 ans de prison si cela arrive en situation de guerre, l'appel de citoyens israéliens à des sanctions contre le gouvernement israélien. Une belle démocratie. On évoquait tout à l'heure le poids que pouvait encore avoir la CPI, puisque plusieurs pays disent qu'ils ne vont pas respecter sa décision. D'où la question qui est la suivante. Si la CPI n'est pas respectée ni par les mises en cause, ni par les grandes puissances, comment peut-elle encore avoir du crédit auprès des différents autres pays qui se préparent, entre guillemets, à attaquer leurs voisins? Je pense à la Chine, par exemple. Ça, c'est une vraie question. Messieurs, à moins que William Bourdon veuille... On n'en est pas là. Hein. Il y a quand même 124 pays qui sont membres de la CPI. Il y a eu quelques voix divergentes, y compris, c'est vrai, ça a été dit, effectivement, il y a des grands pays comme les États-Unis ou l'Inde qui n'ont pas reconnu la CPI, des grandes démocraties mondiales, des pays très influents au plan de vue diplomatique. Mais on va dire que c'est quand même les 2/3 des membres de l'ONU qui reconnaissent la CPI. Donc, encore une fois, et les mouvements de Benjamin Netanyahou vont être considérablement restreints. Il faut bien voir que si, par exemple, il va dans un pays... Si, par exemple, il allait demain en Hongrie, à l'invitation de Viktor Orban, par quel espace aérien va-t-il passer? Donc, ça va être très compliqué. Très compliqué. Et je dirais, aujourd'hui, ce n'est pas quelques voix, à la fois la voix des États-Unis qui n'a pas reconnu la CPI, on l'a dit, et qui se déjuge par rapport à ce qu'elle avait dit sur l'inculpation de Vladimir Poutine, ou Viktor Orban, qui remettent en cause la légitimité de la CPI. On va voir quelle légitimité elle a dans les prochains mois, dans les prochaines années. Ça va se jouer, mais à partir de maintenant. Je pense. Question de Sylviane qui nous demande quel recours a la CPI envers les pays qui ne respectent pas ces décisions alors qu'ils ont signé le statut de Rome. Elle n'a pas de force de police, elle n'a pas de force contraignante, donc voilà, elle repose en fait sur le bon vouloir et le bon esprit des pays. Donc aucun recours. Question de Mara également. Pourquoi la Cour internationale ne condamne-t-elle pas Vladimir Poutine, dont la guerre qu'il a déclarée à l'Ukraine sans avoir été attaqué fait des milliers de morts? Vladimir Poutine, il n'est pas non plus... Si, il a un mandat. Il a un mandat pour déportation d'enfants, je crois. Crime de guerre et déportation d'enfants, c'est d'ailleurs... Pas crime d'agression. Ça, chez moi, je ne m'explique pas non plus la raison pour laquelle le crime d'agression qui existe ne figure pas parmi... ces chefs d'inculpation. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que justement, puisqu'on fait référence à l'Ukraine, la CPI apporte quand même quelque chose à l'Occident. Parce que là, vous parliez de l'ONU tout à l'heure, Patrice, mais l'ONU a été quand même beaucoup remise en cause, non seulement à travers les cas que vous citiez, effectivement l'Arabie Saoudite qui dirige la Commission pour le droit des femmes, c'est plus que martien, mais a été remise en cause directement par Israël, que ce soit sur le terrain, que ce soit les prises de position... Après toutes les résolutions, la 1172, du secrétaire général de l'ONU, etc. Le Conseil de sécurité est complètement aujourd'hui paralysé. Et en fait, qu'est-ce qui se passe depuis la guerre à Gaza, depuis, on va dire, le 8 octobre et les jours qui ont suivi? Mais c'est que le monde se divise, on le voit entre le Nord et le Sud. Je ne fais que dire ce qu'on voit tous les jours.
Et pourquoi le Sud aussi est aujourd'hui, comment dire, en opposition par rapport aux pays occidentaux, par rapport aux pays de l'Union européenne? Parce que d'abord, ils ont acquis plus de poids, mais surtout parce qu'ils voient bien qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Et ça, c'est quand même indéniable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la Russie a bombardé un hôpital en Ukraine, on s'est ému. Quand effectivement la même chose se passe, et peut-être Israël dit c'est légitime, le Hamas se planque dans les sous-sols et tout, mais personne ne s'en émeut. Donc c'est vrai que ça rétablit un petit peu, ça enlève un peu ce 2 poids, 2 mesures. Florence. Sur l'origine de cette décision, Girozone nous demande pourquoi avoir attendu autant de temps pour que la CPI lance un mandat d'arrêt contre Netanyahou. Il faut une enquête. William Bourdon, peut-être? On en revient à la première question de tout à l'heure, hein, comment les décisions se prennent. Hein. Il y a des procureurs qui s'expriment et ensuite il y a 3 magistrats qui décident. Il y a un travail d'enquête. Travail d'enquête, ce sont les équipes des procureurs qui l'ont fait, avec une conscience de leur responsabilité à la hauteur des enjeux et de leurs risques en termes d'image et de réputation et de carrière. Et la hauteur est indexée sur les risques politiques. Donc évidemment, cette enquête a été sans doute extraordinairement approfondie, documentée, et nul doute qu'elle est d'une crédibilité indiscutable. D'ailleurs, on n'a pas besoin de l'enquête, d'une certaine façon, du procureur pour mesurer ce qui s'est passé à Gaza. Souvenons-nous des chiffres qui ont été déjà documentés par un certain nombre d'experts des Nations Unies. Quand on annonce 45 000 morts identifiés du fait d'un certain nombre de bombardements, il y a un multiple de 2 ou de 3 du fait de l'ensemble des cadavres qui ne seront peut-être jamais récupérés. Donc la réponse à la question, c'est en fait je termine. Le temps de l'enquête. Il faut bien dire une chose. S'il y a un autre pays qu'Israël avait en 1 an tué 45 000 civils, dont 70% d'enfants et de femmes, il aurait été mis au bord des nations. Et si ça avait été un pays musulman, il aurait été répudié comme un des pays les plus barbares de notre humanité. Et c'est pourtant ce qu'a fait Israël. Donc effectivement, il faut saluer le courage de M. Karim Khan, qui prend beaucoup de risques, et des juges de la chambre préliminaire, présidé par un Français. C'est un magistrat français qui a présidé cette chambre préliminaire, qui a ratifié ces mandats d'arrêt. Et ils ont été longs et ratifiés parce que les pressions exercées sur les magistrats ont été insensées. Et la plainte déposée contre M. Karim Khan, des informations que j'ai reçues de la haie, c'est un coup monté. Et il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'imagination pour imaginer d'où vient ce coup monté. William Bourdon, le temps de la dernière question avec une réponse en 10 secondes. Une question de Had. La décision de la CPI à l'encontre de Netanyahou est-elle réellement applicable? C'est quelque chose qu'on pourrait voir ça dans les semaines, les mois à venir? Non. Benjamin Netanyahou arrêté? Oui, non. Netanyahou arrêté, non, je ne le vois pas. Mais Netanyahou en grande difficulté, oui. Jean-Jérôme? Oui, sur le papier, c'est applicable. Sa réputation a été cornée, mais effectivement, il y a peu de chances pour qu'il soit arrêté. William Bourdon, je ne vous pose pas la question parce que vous allez conserver la parole, je ne pourrai plus l'enlever. Merci en tout cas d'avoir participé à l'émission. Merci à tous les 3. Merci Florence. C'est l'heure du JT Monde, on se retrouve dans une poignée de minutes.